Voilà. 4 voies au-dessus. Oui. 2 voies dans un sens, 2 voies dans l'autre. Voilà. Le matin, lorsqu'il y a beaucoup d'embouteillages qui viennent dans ce sens, on pourrait mettre 3 voies qui rentrent dans la ville. Voilà. Et le soir, 3 voies qui sortent. Ça ferait 3, 1. Et ça permettrait de désenclaver en faisant aussi dans chaque carrefour des tournes à droite prioritaires. Voilà. C'est-à-dire que tout de suite, les gens qui vont tourner à droite, on ferait un portique comme ça, les voitures au sol passent sous le portique et hop, elles vont au sol. Ça permet de passer plus vite. Voilà. L'idée qu'on est en train qu'on a réfléchi ce matin, c'est de vous proposer des autoponts métalliques. C'est beaucoup plus facile à monter, on peut les monter localement, on importe le fer d'Europe. Par contre, on prend le personnel béninois pour monter la structure métallique. À partir de là, on peut monter la structure la nuit. C'est-à-dire que au lieu de bloquer l'embouteillage pendant longtemps et de faire un pont classique en béton, on n'aurait que des piles et toute la superstructure pourrait être métallique. Donc on va faire une étude. Là, on va prendre les plans, on va renvoyer une équipe dessus. Très vite, on va vous faire une proposition de faisabilité. Après, au niveau du péage. Au niveau du péage, si vous regardez la circulation, si on met un arrêt classique pour faire un arrêt péage classique, à ce moment-là, on va de nouveau faire un blocage. Vous allez avoir de nouveau, malheureusement, un blocage au pied du pont. Donc, on a réfléchi à un système de péage virtuel avant de passer à une sorte de carte vignette qui serait collée sur les voitures. Mais avant d'arriver à là, on va essayer de faire 2 propositions en réflexion. Soit c'est un péage virtuel et à ce moment-là, on voit avec l'État comment la collecte peut se faire d'une manière transparente. Il y aura peu de frais d'entretien puisque ce sont des caméras qui prennent les numéros des voitures et le nombre de voitures qui passent. Ensuite, on réfléchit à un système de carte pré-péage, c'est-à-dire que les personnes achètent pour le mois 10 000, 5 000, 3 000 en fonction du nombre de passages qu'ils veulent faire. Et à partir de là, ça peut être aussi ce système de péage. Voilà un petit peu la réflexion qu'on s'est fait, mais c'est vraiment faisable ici. Vous avez largement de la place pour pouvoir faire un étage au-dessus pour l'instant. Avec un seul étage, on a vu aussi avec le ministre du Développement ce matin, un étage en laissant les motos en bas qui prennent c'est réalisable. Hein. Et ça peut se faire assez rapidement avec un prix qui ne devrait pas être excessif ni à la construction ni au péage. Et déjà une esquisse de solution. Le président Boni Yayi, pour qui le calvaire des usagers sur ce tronçon est intolérable, lui qui s'est investi ces dernières années à changer le visage de la ville, a pressé le groupe à produire la maquette de l'ouvrage à réaliser. Splendide et imposante, elle se dessine comme la fin du calvaire. Cela ne laisse personne indifférent. Ça nous ferait grand plaisir, ce serait un ouf de soulagement pour toute la population parce qu'on souffre vraiment d'un côté à un autre, on passe banalement 1 heure de temps, ce qui cause les retards au boulot, alors que je sais que le président de la République n'aime pas ça. Un échangeur, ça va être la meilleure des solutions. Enfin, quelqu'un qui pense aux populations qui passent ici tous les jours. Enfin. Solution pratique, la réalisation de l'ouvrage n'aura aucune incidence sur l'état de la dette du Bénin. Le grand banquier a trouvé des arrangements qui arrangent les caisses de l'État. Le groupe Eiffage réalisera sur fonds propres l'ouvrage et au terme d'un certain nombre d'années d'exploitation, le mini-échangeur rentrera dans le patrimoine du Bénin. Une aubaine surtout par ces temps où les financements pour ces genres d'infrastructures sera défi. Le groupe entend aller vite. Très vite. Vite et très vite, le président Boni Yayi aussi va à cette vitesse dans sa tournée. Il était aujourd'hui dans le cadre de l'électrification rurale dans le nord du Bénin. Il était à Dunkassa et à Derazi dans la commune de Kalalé et à Begourou, comme vous le voyez sur ces images, dans la commune de Ndali. À Dunkassa, les populations ont exprimé leur remerciement au chef de l'État
pour le lancement des travaux d'électrification de cet arrondissement resté jusque-là dans le noir. À Derazi, les travaux sont avancés et bientôt l'énergie sera disponible. Le président est allé constater l'évolution des chantiers. Il faut souligner aussi qu'à Kalale, la question du coton et des difficultés observées ont été passées en revue. La participation du génie militaire est attendue à ce niveau. À Ndali, enfin, il a été également question d'électrification rurale. La commune compte 5 arrondissements. Begourou est le seul non électrifié. Les travaux sont maintenant lancés. Edouard Dédégbé vous promet les détails dans nos prochaines éditions. Restons dans la partie septentrionale du pays pour retrouver maintenant les candidats FCBE de la 13e circonscription électorale. Emery Dakwe-Soton a suivi leurs traces dans plusieurs arrondissements de la commune de Djougou. Elle nous fait remarquer qu'ils sont allés se présenter officiellement à leurs militants à la base. Grand rassemblement à la place de l'indépendance de Djougou. Femmes, jeunes, cadres et sages ont voulu tous faire le déplacement pour assister à cette cérémonie de présentation officielle des candidats FCBE de la circonscription électorale, la 13e qu'est Djougou. Cette mobilisation donne la preuve que la population brûlait d'impatience de connaître ceux qui souhaitent les représenter à l'Assemblée nationale sur la liste Force Kori pour un Bénin émergent. Et ils sont bien là, tous les 4. Les 2 titulaires, Alassane Soumanou et Athanas Yaya, et les 2 suppléants, Bidanoum et Salifou Maman. Ensemble, vous avez décidé de nous faire confiance. Mais toute confiance se mérite. Et parce que vous avez décidé de nous faire confiance, nous avons tenu ce jour à nous présenter à vous. Parce que le quartier gagnant, oui, le quartier gagnant, c'est nous. Nous prenons l'engagement, nous réitérons notre volonté, notre détermination de vous apporter la victoire. Avec FCBE, Djougou a émergé. Et comme vous le savez très bien, on ne change pas l'équipe qui gagne. L'équipe que vous avez en face de vous a gagné et nous allons les reconduire. Après la place de l'indépendance, la délégation sillonne 3 autres localités, à savoir les arrondissements de Sero, Onklou et Patago. Une délégation qui draine du monde sur son parcours. À chaque escale, les militants et sympathisants Force Kori pour un Bénin émergent réservent à leurs hôtes de chaleureux accueils dans une grande liesse. La mission reste et demeure la même, se présenter à la population. L'équipe gagnante, c'est le quartier des FCBE. Rien ne nous empêchera de prendre les 2 sièges au soir du 26 avril. C'est pourquoi j'invite toutes les coordinations ici présentes à se jeter dans la bataille pour que ce que nous sommes en train de dire soit une réalité. Je souhaite que tous ceux qui ont leurs parents dans les autres contrées du Bénin, qu'on puisse porter main forte partout où il y a FCBE et que FCBE triomphe. De Djougou, prenons maintenant la direction de Séméré, toujours avec Emery Dakwe-Soton. C'est pour constater la sortie des sympathisants du chef de l'État. Ils ont affirmé leur adhésion à la liste FCBE de la 14e circonscription électorale. Arrondissement de Séméré, commune de Waké. La population est ici réunie à la Maison des Jeunes sur appel d'un grand militant Force Kori pour un Bénin émergent de la localité. Ce grand militant FCBE a nom Abbas Soumanou, opérateur économique et natif de Séméré. Le fidèle militant FCBE demande le soutien de cette population à la liste FCBE inscrite pour les prochaines législatives dans la 14e circonscription électorale Basila Waké Kopargo. La bataille des positionnements n'a pas été chose facile, mais on se réjouit de l'heureux aboutissement des différentes tractations. Pour mieux se faire entendre, l'homme a opté pour la langue du milieu. Les 2 députés de la 14e circonscription électorale ont aussi répondu à l'appel. Nous sommes venus ici pour leur dire que le chef de l'État reconnaît tout ce que Séméré a fait pour lui, tout ce que Séméré a fait pour les FCBE, le sacrifice suprême
et demander qu'il continue de soutenir les actions du gouvernement. En cette veille des échéances électorales, on demande plus de vigilance aux militants et sympathisants FCBE et plus de militantisme pour de plus grandes victoires. Nous voici à la veille des campagnes. Vous aurez à vos trousses des opportunistes, des gens qui veulent remplir leurs poches, des personnes sans ambition politique. Venez vous dire, nous sommes prêts à travailler avec vous. Honorables députés, demandez-leur simplement de rejoindre le groupe, car on se connaît bien à Séméré. Nous pensons qu'au regard des enjeux, il est utile que, non pas pour s'orgueillir, mais nous pensons que les FCBE originels puissent montrer de quoi ils sont capables dans les arrondissements de Séméré. Et en attendant que ne vienne l'heure de montrer de quoi ils sont capables, on se laisse aller à quelques moments de détente culturelle. Dans l'actualité politique encore, la section FCBE veut calmer la mésentente née des guerres de positionnement au sein de l'Alliance à Cotonou. Elle a rendu publique une déclaration hier au terme d'une séance de concertation. Voici la substance de cette déclaration ramenée pour vous par Loris Houno. Le comité de pilotage a été expressément instruit par les élus municipaux et locaux au fin de prendre toutes les dispositions utiles pour la confection des listes électorales des élections municipales, communales et locales. Dans le plus grand respect des aspirations de la population à la base, pour faire oublier le sentiment de désapprobation et de désolation apparu à l'annonce des listes électorales des élections législatives. Par ailleurs, le comité de pilotage en appelle à la vigilance de la population béninoise en général et celle de Cotonou en particulier, afin que cette période qui devrait être consacrée aux redditions de comptes ne soit utilisée par des politiciens en quête de suffrage pour distraire le peuple avec des sujets qui n'ont aucun rapport avec le développement. Je me dois également, au nom de tous mes collègues et au nom du comité de pilotage, remercier toutes les militantes et tous les militants pour le sens de responsabilité des uns et des autres. Parce que nous avons mené un débat serein. Même s'il y a eu des surjoncements, c'est normal. Au regard de la situation que nous avons déplorée, situation consécutive à la conception des listes législatives, mais nous tous, on est répartis sur de nouvelles bases et nous avons pris le ferme engagement de travailler en synergie, en union, comme les enfants d'une même famille politique. Le secteur agricole devrait intégrer les données météorologiques de nos jours pour subsister. C'est ce que viennent de démontrer des experts climatologues réunis au Palais des Congrès de Cotonou du 9 au 13 mars dernier. C'était dans le cadre du 2e Forum international sur les prévisions climatiques saisonnières des pays du Golfe de Guinée. Une rencontre placée sous le thème « Un service climatique pour renforcer la résilience et réduire les risques de catastrophes en Afrique ». Le compte-rendu est signé Loris Houno. L'objectif principal de ce forum est de favoriser les échanges entre experts en vue de produire des prévisions climatiques consensuelles face aux prochaines saisons de pluie. Les différents travaux qui ont débuté depuis le lundi 9 jusqu'à ce jour ont abouti à une prévision consensuelle. Cette prévision climatique saisonnière consensuelle va permettre aux décideurs de faire des analyses et de savoir que, cette année, la prévision climatique saisonnière, c'est comme ceci. Et ils sauront comment prendre leurs décisions. Les participants ont tiré leçon des prévisions saisonnières de 2014 et formulé des stratégies pour la gestion des secteurs de l'agriculture, de l'eau et de la santé. Au cours du Forum national, un accent particulier sera mis sur le renforcement des capacités des secteurs utilisateurs, l'agriculture, l'eau, la santé, la protection civile, le commerce et les médias, sur l'utilisation des informations climatiques.
Il est également question de favoriser leur application dans les différents pays du Golfe de Guinée. Mis à part le sud du Nigeria et aussi une partie du Bénin qui vont connaître des précipitations normales à légèrement excédentaires, les restes des pays du Golfe de Guinée seront affectés par des conditions de précipitations déficitaires. Au terme des 5 jours qu'a duré cet atelier scientifique international, d'importantes résolutions ont été prises et le gouvernement s'engage à les mettre en application. Nous avons été séduits par la qualité scientifique de vos présentations ainsi que de la valeur ajoutée à vos discussions. Nous en sommes très fiers. Nous vous recommandons expressément de faire une large diffusion des résultats de Cotonou dans vos pays respectifs. Quant à nous, ici au Bénin, tout sera mis en œuvre avec nos partenaires habituels pour un partage conséquent de vos recherches. Idrissou Bako s'inscrit en faux contre la supposée pénurie de coton à la société cotonnière de Ndali du groupe ICA. Une délégation de la SONAPRA accompagnée du syndicat des transporteurs est allée vérifier l'information. Et que peut-on en retenir? Réponse de Jean-Claude James. Qui a dit que l'usine d'égrenage de Ndali est en pénurie de matières premières? Cette société dispose bel et bien du coton. Constat fait par une délégation de la SONAPRA conduite par son directeur général. Cette descente sur le site coupe court aux rumeurs selon lesquelles cette usine manque de l'or blanc pour son fonctionnement. À la date d'hier, il y a près de 52 camions en attente, évalués à plus de 650 tonnes. Si ce matin on me dit que Ndali manque de l'usine de coton, c'est normal que ça me surprenne. Si on prend le cas de Ndali, de la commune de Ndali, le coton de Ndali qui est réceptionné dans les différentes usines fait 2693 tonnes. Et sur les 2693 tonnes, Ndali seul a réceptionné 1399. Ça fait 52% du coton de Ndali réceptionné dans toutes les usines du Bénin. L'homme qui dit qu'il a faim, on vient voir des réserves de la nourriture avec lui. Ça, c'est une intoxication pure. À l'origine de cette supposée pénurie de coton, les divergences notées autour de la grille tarifaire établie pour le transport du coton graine. La grille tarifaire qui a été présentée est une grille tarifaire qui prend en compte le coton de Segbana qu'on devait amener au niveau de Ndali en passant par Kalale. À un moment donné, les transporteurs se sont rendus compte que la voie n'était pas praticable. Donc pour amener le coton de Segbana à Ndali, il fallait passer par Kandi. Donc faire 103 km Segbana-Kandi et faire plus de 140 km Kandi-Segbana. Donc ça fait une distance totale de plus de 240 à 245 km. Donc voici pourquoi les transporteurs n'étaient pas pour cette grille, tout simplement parce que la grille avait tenu compte du trajet, sinon de la trajectoire Segbana-Kalale-Ndali. Alors, lorsqu'on se trouve dans cette situation, c'est juste un coup de fil, nous corrigeons, nous négocions avec les transporteurs et systématiquement les choses reprennent. Et c'est ce qui a été fait, c'est l'explication que j'ai donnée. Aujourd'hui, les transporteurs, quand ils ont eu la nouvelle grille, systématiquement ils ont repris. Donc on ne saurait dire que le directeur général de la SONAPRA ou bien le gouvernement est en train de saboter les usines ICA. Je dis, ça le dit, ce n'est pas honnête. Mais il insiste, ce problème ne saurait être la raison qui pousse le gouvernement à faire égrener le coton à l'extérieur. Comment prévenir la transmission de certaines maladies entre mères et enfants? Un atelier s'est penché sur la question à Boycon et Gilles Dansou nous précise ici les grandes lignes de réflexion abordées au cours de la rencontre. Valider les résultats de l'évaluation indépendante sur la prévention, transmission entre mères et enfants
PTME en abrégé, c'est l'objectif de cet atelier de Boycon qui réunit les spécialistes du domaine. En somme, il est question de procéder à un diagnostic profond de la situation afin de trouver des solutions idoines. Il s'agit pour nous de refléter à travers cette étude le visage des progrès faits par la PTME au Bénin et les gaps en termes d'engagement pris par le pays et de formuler des recommandations pour l'amélioration des services PTME pour les femmes séropositives enceintes et également pour la préservation de la santé du couple mère-enfant. Le Bénin a réalisé d'énormes progrès vu les conclusions de ce rapport. Il ressort de manière grosso modo de ce rapport que le Bénin a fait assez de progrès en matière de PTME, surtout par rapport à l'atteinte de l'objectif de réduction de 5% de la transition mère-enfant, qui est en progrès. Aujourd'hui, il est clair que les performances du Bénin sont assez évidentes au niveau de la sous-région. Le Bénin est en tête dans la sous-région par rapport à la PTME, mais ces résultats comportent également pas mal de défis qu'il faut relever en termes d'organisation, en termes d'engagement et en termes d'implication des acteurs dans le système. Des défis à relever pour une meilleure santé mère-enfant. La ministre du Commerce s'informe des réalités des travailleurs du secteur industriel. Françoise Assoba a visité 2 usines à Porto-Novo et à Diefa. Le point de cette tournée, c'est avec Carmen Toudonou. Nous sommes au niveau de la réception des matières premières. C'est par l'usine de l'IBCG, industrie béninoise des corps gras, que la ministre du Commerce a démarré cette visite guidée. Elle a pu, avec sa délégation, s'imprégner du processus de fabrication du savon Palmida, de la matière première, l'huile de palme, jusqu'au consommateur. On est très fiers du ministre et je crois que c'est un prélude à de grandes œuvres que nous allons effectuer grâce à elle, qui veut nous accompagner dans l'installation de la plus grande savonnerie du Bénin, qui sera de 5 tonnes heure, au contraire de celle-là vieille qui a été acquise en 1975 et d'occasion encore. 5 tonnes heure donc pour la nouvelle savonnerie. Une réelle révolution dans le monde industriel béninois. Et l'IBCG ne s'en arrête pas là en matière d'ambition. Ils ont un grand projet de relance, de plantation de palmiers à huile pour pouvoir avoir des matières premières. Ces matières premières serviront dans leurs usines, à savoir la vieille, c'est-à-dire les vieilles installations là, qui seront réhabilitées et en même temps celle, la moderne, qu'elle va installer. Après l'IBCG, c'est la SIAB qui reçoit la délégation gouvernementale et ici aussi, décidément, c'est le jour des premières fois. Le principal problème auquel l'usine est confrontée est la fermeture de la frontière du Nigeria pour les exportations vers le Tchad. Jusqu'à le mois de mars, ça va faire 1 an que la frontière du Nigeria est fermée. Mais si on parle de problèmes sécuritaires, ok, en 2014, il y a eu des problèmes de Boko Haram au Nigeria. Mais la fermeture date depuis plusieurs années. Ça fait 5-6 ans. Tous les ans, il y a une fermeture pendant 3-4 mois. Nous allons voir avec le ministre des Finances, parce que ce dossier-là se trouve encore au niveau du ministère des Finances. Nous allons apporter à notre collègue cette information-là, pour que si on doit donner une autorisation, que l'autorisation soit réciproque. Que ce soit à l'IBCG ou à la SIAB, la ministre de l'Industrie a pu s'imprégner des réalités quotidiennes de ces travailleurs du secteur secondaire. Le maire de Porto-Novo se montre sensible aux difficultés des élèves du CEG d'Avier. Moukaram Osseni a effectué une visite aux apprenants de ce collège. Il en a profité pour leur distribuer des casques. Jérôme Humbo nous en parle. Cette descente du maire Moukaram Osseni et des membres de son conseil communal fait suite à la séance il y a 1 mois que les autorités du CEG d'Avier ont eue à la mairie. Au cœur des doléances,
Des problèmes d'assainissement, des toitures de salles de classe, le vol des mobiliers par un réseau de malfaiteurs. Et en réponse, le maire n'est pas venu les mains vides. On est arrivé pour donner partiellement d'abord 60 tables et bancs que nous avons décidé de mettre à la disposition du collège. Et également, je vois comment les jeunes à moto circulent dans la ville. Et c'est souvent des accidents et qui sont parfois malheureusement sanctionnés par des pertes de vie. Nous avons amené à l'administration 100 casques qui sauront comment distribuer aux élèves qui sont à moto. Et pour ce qui concerne les problèmes d'assainissement, il y a quelques projets PUGEMU qui vont passer à côté du CEG d'Avier. Ils vont venir ici faire les études avant de faire les travaux. Et je leur promets que d'ici 2 semaines, l'équipe sera dans les locaux du CEG. Ils pourront faire les études et voir comment on peut assainir la cour. Le geste du maire de la ville de Porto Novo a soulagé les autorités du CEG d'Avier, car des élèves s'asseyaient à même le sol pour suivre des cours. Nous-mêmes, nous avons apporté 100 tables bancs déjà, et l'appui du maire est vraiment important. 60 tables bancs, ça fait, vous voyez, 2 fois 60, ça fait au moins 120 élèves. Et effectivement, à l'heure où nous sommes, nous avions besoin de ça exactement pour combler le grand vide, pour qu'au moins tous les élèves peuvent s'asseoir avec le système de classe volante. Je voudrais remercier la mairie de Porto Novo, je voudrais remercier le maire lui-même parce qu'il nous a considéré les propos que nous sommes allés lui servir à la mairie, il n'a pas fait sourd d'oreille. C'est un développeur et moi, je pense qu'on devrait l'encourager à continuer son œuvre. Il est également prévu des séances de sensibilisation des élèves sur le port de casque. Ils ont coutume de dénoncer l'insalubrité. Ils ont décidé de passer du verbe à l'acte. Les membres de l'Union des professionnels des médias du Bénin ont œuvré pour la salubrité dans la ville de Porto Novo. Ces membres ont procédé le week-end dernier au nettoyage de la place Bayol à l'entrée de la ville. Plusieurs autres citoyens ont appuyé les professionnels des médias dans cette tâche. Parmi eux, Jérôme Humbo. La place Bayol à Porto Novo est sale, très sale même. C'est donc pour donner une bonne image à la ville capitale que les professionnels des médias du Bénin ont mis la main à la pâte. Nous devons tout faire pour ne pas donner une mauvaise image de notre capitale. Porto Novo, c'est la ville qui appartient à la fois à tous les Béninois. Et donc c'est important que nous puissions nous associer à toutes les initiatives qui concourent à la salubrité, au bien-être des populations. C'est pour cela que ce matin, nous nous sommes mobilisés au niveau de l'Union des professionnels des médias du Bénin sur instruction du président Franck Potiemé avec tout le bureau. Je voudrais saluer tous les membres du bureau qui se sont associés donc à l'équipe d'organisation pour la tenue donc de cette manifestation. Ça, nous ferons en sorte que désormais, nous puissions nous mobiliser davantage pour dire que la salubrité, la propreté, c'est l'affaire de nous tous. Nous ferons en sorte que désormais, vous ne puissiez plus voir ces absences que vous avez notées certainement là. Mais nous ferons en sorte que désormais, nous serons mobilisés. Mais le plus important, ce n'est pas le nombre. Le plus important, comme le disent souvent nos amis de la Jeune Chambre, c'est d'impacter, mais impacter positivement. Avec 1 ou 2 personnes, nous pouvons impacter positivement et donner la leçon aux autres là. Certainement, ils vont nous rejoindre parce que les plus grandes révolutions ont été faites avec quelques personnes seulement. Dans cette initiative de salubrité publique, les journalistes ont été appuyés par d'autres associations. C'est pour la visibilité de la ville de Porto Novo. Et nous sommes dit que la place Bayol est la vitrine de la ville de Porto Novo, raison pour laquelle nous avons choisi uniquement la place Bayol pour un bon moment. Pendant environ 1 heure de temps ce samedi matin, le jeu est fait et les visiteurs pourront désormais être à l'aise sur cette place touristique, vitrine de la ville. L'UPMB a promis rééditer l'initiative dans d'autres localités du pays. Porto Novo encore avec l'audit des fonds FADEC 2013 qui est au stade de vulgarisation. La Commission nationale des finances locales, CONAFIL, a organisé une séance à cet effet à Porto Novo sous le regard de Carmen Toudonou. C'est l'exercice 2013 des fonds FADEC qui est concerné par cet atelier. Les maires et responsables des 14 communes des départements de l'Ouémé Plateau sont présents à cette séance. Il s'agit de faire ressortir les forces et faiblesses de la gestion faite par les municipalités de ces ressources. Pour ce qui concerne l'organisation administrative des communes, le point que nous pouvons signaler est que les secrétaires généraux qui
à travers les tests, sont les animateurs principaux des services administratifs, jouent leur rôle classique, mais les services financiers, les services domaniaux leur échappent. En ce qui concerne la tenue des sessions, toutes les communes de Lomé et du Plateau ont tenu effectivement les 4 sessions ordinaires. Et ce qui n'a pas très bien fonctionné, c'est au niveau de la passation des marchés, le processus de passation des marchés. De 8 milliards à sa création en 2008, le FADEC a connu des accroissements d'année en année pour s'établir à 45 milliards en 2015, ce qui donne un total de plus de 100 milliards de francs CFA transférés aux communes. Qu'il me soit permis ici de renouveler ma gratitude au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le Dr Boni Yayi, pour les efforts d'accroissement de la dotation annuelle au profit de nos communes. Cela témoigne de sa volonté à œuvrer pour que les communes de Lomé et du Plateau soient dotées d'infrastructures de développement devant assurer le bien-être de nos paisibles et braves populations. Pour la CONAFIL, l'audit est avant tout un outil d'amélioration des performances. Il vise à mettre les uns et les autres devant leurs atouts et failles en vue de progresser dans les actions menées. Demain, mercredi 18 mars, s'ouvre à Cotonou un séminaire sur les solutions aluminium. L'initiative est de la société Ose Alu, une entreprise française spécialisée dans les solutions aluminium. Elle compte mettre en place au Bénin un master pour faire la promotion de ses produits dans la sous-région. En prélude à cette rencontre, les organisateurs se sont prononcés au micro de Loris Rouno. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous annoncer un séminaire qui se tiendra demain, donc 18 mars, à 9 h le matin, à l'hôtel Marina, anciennement le Sheraton. C'est pour présenter les solutions en aluminium et aux acteurs et aux décideurs pour pouvoir montrer, disons, la qualité de ce que la société OZ veut mettre à la disposition de tous les prescripteurs et de toutes les entreprises. Les innovations que les solutions OZ Allure apportent au Bénin sont très larges, sur plusieurs gammes. D'ailleurs, c'est des choses que nous n'avons pas l'habitude d'avoir ici au Bénin, que les gens sont obligés d'aller ramener de l'extérieur. Je m'adresse à tous les prescripteurs, tous les acteurs du bâtiment, tous les professionnels de l'aménagement. Nous avons la chance de compter parmi les personnes qui nous soutiennent des officiels, notamment le ministère de l'Habitat et de la Construction, l'Ordre des architectes également. Donc ces personnes seront présentes demain à notre séminaire. On les en remercie. Et bien sûr, on s'adresse là encore une fois à tous les prescripteurs, toutes les personnes qui souhaitent trouver des solutions pour faire face aux différentes contraintes dans le bâtiment que rencontre le Bénin aujourd'hui, que ce soit en matière de charge au sol, que ce soit en matière d'aménagement, de design, acoustique, toutes les contraintes que le Bénin rencontre dans l'aménagement aujourd'hui. On a des solutions à proposer, donc venez nombreux si vous êtes concernés donc, par l'aménagement. Religion pour finir, Ivan Castanou, pasteur principal de l'église ICC Impact Centre Chrétien, anime à Cotonou un grand séminaire d'édification sur le thème « Possédez votre héritage en Christ ». En prélude à cet événement qui se tient du 19 au 22 mars prochain, les responsables de l'église ICC à Cotonou, Teddy Mbanda, nous livrent le programme des manifestations. Il est au micro de Loris Rouno. Le but de ce séminaire, c'est de découvrir justement, premièrement, quel est l'héritage que Dieu a réservé à ses enfants au travers de son Fils Jésus-Christ. Quel est cet héritage qui porte dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel, relationnel, émotionnel. Et Dieu, dans sa bonté et dans son immense richesse, a un héritage pour nous. Mais cet héritage est beaucoup plus puissant ou profond que le simple héritage matériel qui consisterait à une parcelle, à un bien. C'est un héritage au niveau de notre vie. Donc la première chose, c'est de connaître qu'il y a un héritage, mais la deuxième chose, c'est quand bien même il y a l'héritage, il faut être en capacité de le posséder. Et c'est d'où le thème de posséder votre héritage. Parce que la Bible dit que l'héritier, tant qu'il demeure enfant,
n'est pas plus grand que le serviteur. Et au travers de ces 4 jours, avec le pasteur Ivan Castanou, nous allons véritablement rentrer en profondeur sur connaître premièrement quel est l'héritage et 2, mûrir, savoir quelles sont les clés à mettre en place afin d'être apte à posséder, à prendre possession de ce merveilleux héritage que le Seigneur nous donne. Le programme, est sur 4 jours. Donc dès jeudi de cette semaine, le jeudi 19, le jeudi et le vendredi de 19h30 à 20h au Palais des Sports de Kouounou, au Stade de l'Amitié. Le samedi aussi de 18h à 20h30. Et pour ceux qui le peuvent, qui le souhaitent, le dimanche, il y aura un culte spécial le matin de 9h à midi. L'entrée est totalement gratuite, la participation est libre et le programme est ouvert à toute personne. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais pour la suite de nos programmes, ces soirées documentaires pour vous. Vous avez rendez-vous avec le documentaire Festival Tchabé tout à l'heure à 21h. À 21h30, un autre documentaire à Zoïi, quand Agoli se désinfecte. À 22h, le magazine Soirée Sport. Et à 23h30, le journal de la nuit. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.